C'est 3 jours après les élections que la Banque nationale de Belgique a présenté ses perspectives économiques 2010-2011. Hasard du calendrier, a dit son gouverneur Guy Quaden, mais il n'en a pas moins profité pour donner ses conseils au futur gouvernement. Renforcer la croissance parce qu'elle ne dépassera pas 1,3% du PIB cette année et 1,7% l'an prochain, ce qui est insuffisant pour créer de l'emploi. Le chômage continuera à augmenter jusqu'à la fin de l'an prochain. Il convient donc de stimuler la compétitivité des entreprises pour qu'elles créent des jobs et aussi activer les chômeurs. Et pour ce faire, déficit, dit quoi des La croissance, d'abord, c'est quoi? Quand on parle de croissance, on parle de l'augmentation du produit intérieur brut, ou PIB. Le PIB a été créé aux États-Unis dans les années 30 pour mesurer l'effet de la grande crise et assurer un meilleur pilotage de l'économie. Il est apparu chez nous avec les accords de Bretton Woods et le plan Marshall pour reconstruire l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. La comptabilité nationale a été mise en place, ainsi que le calcul du produit intérieur brut. À l'époque, des pactes sociaux avaient été passés avec les syndicats pour qu'ils souscrivent à l'économie capitaliste qui se mettait en place, à condition que les fruits de la croissance économique soient équitablement partagés. Le PIB a l'avantage d'être simple. En un seul chiffre, il représente la richesse produite dans un pays durant une année. Quand le PIB augmente, c'est la croissance. Quand le PIB diminue, c'est la décroissance. Et si la décroissance dure plusieurs trimestres, c'est la récession. Nous venons de connaître fin 2008 et début 2009 la plus grande récession depuis la Seconde Guerre mondiale. En Belgique, d'une part, la Banque nationale calcule le PIB sur une période écoulée, et d'autre part, le bureau du plan essaie de prévoir son évolution pour une période à venir. Ces informations sont alors transmises au gouvernement pour qu'il puisse boucler le budget national et administrer le pays. De grandes décisions se prennent donc sur base de ce calcul. D'autant plus en Europe, où le traité de Maastricht se fonde sur lui pour calculer l'endettement maximum acceptable pour un pays de l'Union. Mais, depuis les années 70, de nombreux scientifiques, économistes, femmes et hommes politiques le critiquent. Un mouvement politique a d'ailleurs été créé pour remettre en cause la croissance. Ses opposants au PIB lui reprochent de ne pas tenir compte de nombreuses dimensions de notre vie. Les activités bénévoles, les atteintes à l'environnement ou tout simplement le bien-être. Un exemple, si un pétrolier s'échoue, toutes les dépenses qui seront faites pour le renflouer vont augmenter le PIB. Mais le travail des bénévoles qui nettoient les plages ne sera quant à lui pas comptabilisé et on ne tiendra pas compte non plus des dégradations faites à l'environnement. Autre exemple. Si un papa prend un congé de paternité, son bien-être et celui de son bébé vont sans doute augmenter. Mais ce jeune père contribuera moins au PIB et donc donnera moins de croissance au pays. Mais alors, comment peut-on calculer la richesse de notre pays ? Pour mesurer le développement d'une société, d'autres indicateurs ont été mis au point. L'un des plus connus est l'indice de développement humain, l'IDH, créé par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Il est calculé sur base du PIB par habitant, mais aussi de l'espérance de vie à la naissance et du niveau d'instruction. L'indice de développement humain est un chiffre compris entre 0 et 1. En 2007, année la plus récente du calcul de l'IDH, la Norvège était première au classement mondial et la Belgique arrivait en 17e position, juste derrière l'Espagne et le Danemark, et devant l'Italie et le Liechtenstein. À côté de l'IDH, il existe de nombreux autres indicateurs alternatifs. Par exemple, l'indice de santé sociale, l'indice de progrès véritable et l'indice de bien-être économique durable. L'indice de bien-être économique durable tient compte de chiffres économiques comme la consommation des ménages, mais aussi de données telles que les inégalités de revenus et la dégradation de l'environnement. Un chercheur de l'Université libre néerlandophone de Bruxelles a calculé l'indice de bien-être économique durable pour la Belgique.
Son étude montre que, alors que le PIB par habitant augmente sans arrêt, l'indice de bien-être durable progresse beaucoup moins vite et diminue même fortement au début des années 2000. Et puis certains indices, comme l'empreinte écologique, ciblent spécialement l'aspect environnemental de nos activités. Selon le WWF, l'empreinte écologique des activités humaines a dépassé la capacité de la planète depuis 1986. En 2005, notre dette écologique s'élevait à 30%. Et si l'on ne change rien à notre mode de vie, dans 20 ans, notre dette écologique sera de 100%, c'est-à-dire qu'il faudra 2 planètes pour fournir les ressources dont nous avons besoin et pour assimiler nos déchets. Pourtant, à ce jour, le PIB est toujours l'indicateur roi. Aucun des indicateurs alternatifs n'est véritablement utilisé dans la gestion d'une nation, à une exception près. Un pays a décidé de créer et d'intégrer dans ses institutions mêmes un indicateur alternatif. Il s'agit du Bhoutan et de son fameux bonheur national brut. Le royaume du Bhoutan est situé aux confins de l'Himalaya, entre l'Inde et la Chine. Ce petit pays de montagne, à peine plus grand que la Belgique, compte environ 800 000 habitants. Le Bhoutan occupe la 132e place dans le classement des pays selon l'indice de développement humain entre le Maroc et l'Inde. Il se situe ainsi dans les pays au développement humain moyen. C'est la plus jeune démocratie au monde. Les premières élections y ont été organisées en 2008. Et c'est son 4e roi, Jigme Singye Wanchuk, qui a initié dans les années 70 la création du bonheur national brut. Et c'est sous l'impulsion du récent Premier ministre Jigme Tinley que cet indicateur a réellement commencé à prendre forme. En 2005, le Centre d'études bhoutanaises est parti à la recherche d'indicateurs pour évaluer le bonheur national brut. Après avoir étudié des milliers d'indices, les chercheurs du centre en ont finalement retenu 72, répartis en 4 piliers qui constituent le tableau de bord du bonheur national. Le développement économique durable, la préservation de l'environnement, la conservation de la culture, et la bonne gouvernance. En 2010, pour la première fois, des enquêteurs ont commencé la collecte de données à l'échelle de tout le pays. Par ailleurs, en 2008, le bureau du plan du Bhoutan a été renommé GNH Commission, c'est-à-dire Commission du bonheur national brut. Son rôle est d'analyser les politiques des différents ministres pour vérifier qu'elles sont bien en accord avec le bonheur national. Mais attention, ne nous y trompons pas. Les Bhoutanais ne sont pas des bienheureux naïfs. D'abord, le bonheur national brut ne remplace pas le calcul du PIB. Ce sympathique indicateur alternatif est le symbole de la politique qu'a adopté le Bhoutan pour défendre sa culture et ses richesses. Et il est aussi le signe le plus visible d'une véritable stratégie de marketing pour propulser ce pays dans le concert des grandes puissances économiques. La politique du tourisme, par exemple, cible les visiteurs les plus riches avec un positionnement basé sur le bien-être, la nature et la spiritualité. Et puis, il faut reconnaître que le Bhoutan possède toujours un pouvoir central fort, qui limite les libertés et brime des minorités, au point que certains le qualifient de dictature environnementale. Mais, en Belgique, pourrions-nous aussi utiliser un indicateur du bonheur ? Quelques journalistes citoyens ont interpellé le ministre-président Rudy Demotte à ce sujet. Selon lui, nous utiliserons des indicateurs alternatifs dans les 10 ans à venir. Les institutions fédérales et régionales y travaillent, c'est même inscrit dans le plan Marshall 2.0. Le bureau du plan, par exemple, produit des indicateurs de développement durable. Et puis surtout, de grands projets de création d'indicateurs de bien-être sont menés en Belgique. Le projet WellBB au niveau fédéral et en région wallonne, une recherche de l'Institut wallon des statistiques, les WEPS, sous l'impulsion du Conseil de l'Europe. L'objectif est, dans les 2 cas, de faire participer les citoyens à la définition des critères de bien-être. Selon eux, l'argent, pour peu que l'on dispose du minimum vital, n'est pas un élément déterminant pour se sentir bien. Pourtant, on continue partout à en appeler à la croissance et à la productivité. Les syndicats, par exemple, manifestent régulièrement pour l'emploi et le pouvoir d'achat. D'un autre côté, les CPS sont très intéressés par les indicateurs de bien-être. Plutôt que d'orienter toute leur action sociale vers la mise à l'emploi,
Ils pourraient ainsi aborder leurs bénéficiaires de manière plus humaine, en revenir à leurs capacités, à ce qu'ils peuvent apporter à la société et qui ne passe pas forcément par la production marchande. Ceci dit, les citoyens n'ont pas attendu les institutions pour agir. La première banque égalitaire de Belgique a ouvert ses guichets pendant quelques jours à Liège pour montrer la richesse de l'économie informelle. Et puis, il y a les personnes qui se rassemblent dans des habitats groupés, dans des systèmes d'échanges locaux ou dans des donneries. Elles adoptent des démarches de simplicité volontaire, envisagent leurs besoins différemment et apportent la preuve que l'argent n'est pas toujours indispensable. Au sujet des entreprises, elles peuvent être innovantes et durables. Mais il faut bien constater que rien n'est fait pour faciliter la tâche des citoyens. Par exemple, on ne peut pas être bénévole lorsqu'on est au chômage. Nos lois rendent compliquée la mise au point d'un projet d'habitat groupé. Et pour une PME, adopter une démarche durable s'ajoute à des obligations déjà fort nombreuses. Le produit intérieur brut et la poursuite de la croissance ont encore de beaux jours devant eux. Et en même temps, d'autres indicateurs, outils de mesure et de décision politique sont en train d'être mis en place. Pour créer et utiliser des indicateurs de bien-être, une méthode participative qui implique les citoyens semble nécessaire. C'est la démocratie qui est directement en jeu. Et puis, il y a la croissance verte, durable, qui fait presque l'unanimité aujourd'hui. Elle est pourtant critiquée à cause de son aspect technocratique élitiste. Certains lui préfèrent la simplicité volontaire à la sobriété choisie. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ne choisissent pas la sobriété, elle leur est imposée. En effet, en Belgique, 1 personne sur 7 est pauvre, elle vit dans la précarité. En plus, l'inégalité de revenus est de plus en plus grande. Chez nous, de 1990 à 2005, la différence entre les revenus les plus hauts et les revenus les plus bas a augmenté sans arrêt. Ces inégalités sont bien sûr encore plus criantes avec les pays en développement. Au contraire des pays industrialisés, ils subissent directement les effets de dégradation faits à l'environnement. Et les écarts de richesse entre le nord et le sud sont énormes. Mais que se passerait-il si, comme au Bhoutan, tous les pays en développement, ou même les groupes sociaux les plus fragiles dans nos pays, se mettaient à défendre leur environnement et leurs ressources naturelles contre l'exploitation économique à grande échelle? Que se passerait-il s'ils se mettaient à protéger leur culture et leur spiritualité? Que se passerait-il s'ils se mettaient à viser le bonheur autant que la prospérité financière? Ja, ja.